Salut à tous, on va parler du Thunder dans cette vidéo. Le Thunder, équipe peut-être la pire de la ligue, en tout cas à l'heure actuelle, au niveau des projections qu'on peut faire, puisque peut-être que dans le contexte des 72 matchs là, qui nous attendent sur la saison régulière, il est peut-être même pas garanti que le Thunder en gagne ne serait-ce que 10, en tout cas si on en reste là. Après, il y a plein de choses, il y a notamment des choix de draft pour les années prochaines qui sont légion. Vous voyez, en 2022, il y en a deux, en 2023, il y en a deux. On en a encore trois en 2024. On a comme ça des choix multiples. 2021, il y en a deux, et notamment celui du Thunder. On se demande un petit peu comment est-ce que ça peut tanker euh, cette année, bref. Et je suis sûr que tout n'est pas forcément là, parce qu'en fait, je crois qu'en tout, il y en a 17 sur les prochaines années qui sont comme ça du côté d'OKC. Bon, voilà. Moi, ce que je vais faire ici, c'est bon, le point sur l'effectif. On n'a pas réellement besoin de le refaire parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc où je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. Je vais pas répéter les mêmes choses, c'est dommage. George Hill, à la limite, je vois pas pourquoi on le garderait pas un petit peu. Ty Jerome, faudrait voir sa progression. Il y a quelqu'un qui manque ici, hein, évidemment, au poste de meneur de jeu. C'est Théo Malédon. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ami Théo, il est jusqu'au 8 décembre, le trade, parce qu'en fait il a été drafté avec un pick qui appartient aux Sixers. Le trade n'est pas officialisé, on va dire, jusqu'au 8 décembre. Là voilà, moi je parle le 30 novembre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait c'est normal que Théo Malédon, qui est un deuxième tour, hein, vous voyez, soit sans contrat. Théo Malédon, il est là, vous voyez, tour numéro 2, choix 4, 2020. On est dans le bon tempo, 19 ans, 6.5, et puis 70 d'overall. Ça veut dire qu'en fait, il faut aller le signer. Bon, alors, on a entendu des petits bruits par-ci, par-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on va pas démarrer cette partie sans Théo Malédon. Donc, à partir de là, moi, j'ai envie de le signer. Mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, mon effectif est complet. Alors ça, c'est des petits ajustements à faire. Voilà, on va regarder tout bêtement qui est en situation d'être éventuellement libéré. Alors, je vous avoue que Hamidou Diallo, j'ai envie de garder. Ty Jerome, j'ai envie de garder. C'est peut-être plutôt sur quelqu'un comme Kenrich Williams que je laisserai, que j'aurais tendance à couper en fait, hein. Je pense que je vais couper ce joueur-là. Donc voilà, libérer ce joueur. On y va. Tam. Ok. J'aurais pu transférer quelqu'un dont on parle de plus en plus comme qui devrait bouger peut-être vers le Thunder, vers les Sixers, pardon. C'est Vincent Poirier, parce qu'apparemment Vincent Poirier n'est pas encore sur sa destination finale, mais là on attend encore un peu, hein, pour ce genre de news à confirmer. Pour l'instant, je le garde, et puis après, on verra bien ce qu'il advient. Les trades suivront dans la partie au cas où Vincent Poirier bougerait effectivement. Donc voilà, on va aller chercher notre ami Théo. Tiens, il faut aussi signer Nico Mannion là en two-way contract du côté des Warriors, puisqu'ils l'ont officialisé. Il y a quelques petits trucs comme ça qui sont. Il y a aussi le petit contrat minimum, le contrat minimum pour Whiteside du côté des Kings. Voilà, il y a des petits trucs qu'il faut que je remette un peu à la page, mais pas d'urgence. C'est surtout l'histoire de Théo Malédon qui compte. Alors on y va. On va négocier un contrat. De toute façon, au deuxième tour, les franchises sont libres de proposer ce qu'elles veulent à ces joueurs draftés au deuxième tour. Alors, des fois, on est sur du 1+1, on peut être sur des two-way contracts à la bol par exemple, l'an dernier, du côté des Nuggets, on peut être sur des montages assez divers et variés. Ce qui est clair, c'est que les types sont en général contents d'avoir un contrat. Et pour ce qui est de notre ami Théo,
Ben voilà ce que je lui propose. Je lui propose carrément, mais c'est parce qu'il fait vraiment partie de mes plans en fait. Je propose du 3+1. L'avantage de au moins 3 années, c'est d'avoir ce qu'on appelle les full bird rights, donc les droits complets si vous voulez pour ensuite re-signer le joueur comme on le souhaite, puisqu'on sait qu'à partir de 3 ans, on a les droits bird maximaux pour un joueur. Moi, il me paraît que ce type de contrat ne serait pas déshonorant pour quelqu'un qui arrive drafté en 34e position, européen qui plus est. Et en fait, je pense que il serait plutôt capable de proposer moins, du type 2+1 ou peut-être même 1+1, mais je pense que c'est un mauvais calcul de faire du 1+1 sur ce coup-là. 2+1 sera envisageable, mais comme il a toute ma confiance, ce sera 3+1. Allez, donc Théo Malédon accepte l'offre. On a ici notre effectif avec lequel je vais démarrer. Donc c'est Théo, évidemment, qui va être dans la rotation. On pourra donner quelques minutes à Ty Jerome, il n'y a pas de problème. C'est un bon joueur, je pense. Et George Hill fera le papa de tout ça. Donc à partir de là, tiens, allons déjà nous occuper de ces choses-là. Alors George Hill actuellement mentor de Shai. Bon, on trouvera autre chose à faire. L'IA met des mentorats un peu aléatoires parfois, ou en tout cas discutables. Non, moi je veux mettre George Hill en mentor, tant qu'il est là en tout cas. Tant qu'il est là, il sera le mentor de Théo Malédon. On va vraiment, sur ces épisodes avec ici sera que basé sur le développement et la confiance accordée à certains jeunes, et vraiment l'idée étant de pouvoir bien faire progresser tout ça et de voir évoluer un peu. Tiens, pourquoi pas envisager d'être spécialiste dans le corner pour exister sans ballon. J'aurais pu prendre catch and shoot. Je privilégie des badges argent de George Hill parce que l'effet est meilleur. Il y aurait passeur de Lob City, il y aurait sauveteur. Voilà, pro des feintes de tir. Bon, on peut imaginer par exemple passeur de Lob City. Allez, tac, ça c'est fait. Donc l'ami Théo, il est mentoré par George Hill. On a de quoi faire jouer l'équipe au poste 1. On a évidemment Shai. Moi je sais que Dort, je pense que je l'alignerai, même s'il est undersized pour le poste 3, mais avec son énergie, il aura quand même 10 minutes au poste 3. Très très bon défenseur, faut-il rappeler. Donc Dort, voilà, libérera des minutes, je pense. Et jusque-là, ouais, c'est un peu le désert en fait au poste 3. Je pense qu'on fera jouer Areza. Pas très fan de Darius Miller, je vous avoue. Et par contre, il va y avoir un embouteillage relatif au poste 4, puisque moi je donnerai des minutes à Bazley et Poku Zevski. Voilà, mais on va en parler tout de suite. Orford jouera en 5 pour moi, et tant qu'il est là, je ferai jouer Vincent Poirier. J'aime bien ce joueur, je trouve qu'il est très fort, et il est assez intéressant. Donc allons-y. Justement, la rotation. Alors, tac, on va vérifier quels sont les joueurs qui sont en dehors de la rotation pour l'IA. Donc moi par exemple ça va être plutôt Darius Miller. J'ai envie que Ty Jerome soit aussi dans le coup, quitte à virer quelqu'un comme j'hésite entre TJ Leaf et Justin Jackson. Je vais mettre hors du groupe, enfin hors des 13, Justin Jackson, l'ancien de Dallas. Me paraît pas, moi c'est pas une priorité pour moi, et comme ça on peut vite se faire une rotation. Alors, on joue pour gagner ou on joue pour perdre? Je pense que la réponse est dans la question. Donc, vu que la réponse c'est qu'on joue pour perdre, en tout cas, il faudrait essayer d'avoir un super tour de draft. Hein. Ça, on va pas se mentir. Bazley doit démarrer. Il va y avoir un partage
au poste 4 qui va être intéressant entre Poku et Baisley. Donc on va voir. Allez, on va répartir un peu les choses. Je pense qu'au pire, on pourra donner quelques minutes à Pokusevski au poste 3. Et donc, moi, ce que j'envisageais, c'était un temps de jeu pas énorme pour Horford, mais dans les 37, dans les 20, dans les 27 minutes à peu près. Voilà. En le faisant jouer, vous voyez, comme ça, c'est-à-dire assez réparti, pour lui permettre d'être frais au moment où il joue, pour éviter la fatigue chez un joueur un petit peu âgé. Vincent Poirier s'occupant des minutes sur lesquelles Horford est au repos. On peut ensuite imaginer de donner pas mal de minutes à Théo Malédon. J'ai envie de donner aussi des minutes à Tyus Jerome, c'est un peu mon problème, parce qu'on sait jamais si le garçon peut progresser. Donc ça va nous faire quelque chose comme 6 minutes ici, 6 minutes là, encore quelques minutes ici pour George Hill, encore un petit peu de temps ici pour Malédon pour jouer le pick and roll avec Al Horford. On peut ordonner à Jerome histoire d'atteindre les 12 minutes. 12 minutes, je trouve que c'est le seuil intéressant en My League pour que les mecs progressent. Minimum 12 minutes, en tout cas, c'est toujours assez intéressant. Malédon peut faire comme ça 3 minutes de plus et on va avoir du George Hill quand même à la fin parce que je vais pas non plus jouer uniquement pour perdre. Voilà. Donc ensuite, il est évident que quand George Hill est sur le terrain, on n'a pas... C'est toute la question, hein. Est-ce qu'on veut Shai? Avec qui est-ce qu'on veut avoir Shai sur le terrain? Voilà, c'est le truc. Qui vont être les partenaires privilégiés de Shai sur le terrain? Alors, mince. Il suffit que je parle en même temps pour être moins efficace. Voilà. Je vais partir sur ça, c'est-à-dire quand même pas mal de minutes. Shai Gilgeous-Alexander est quelqu'un qui doit exploser au niveau statistique. Hein. Sur une saison comme celle qui nous attend, il doit normalement arriver à s'éclater. Hein, parce que avec ses qualités, il n'est pas question de piétiner. Il va être le meilleur scoreur de cette équipe. Il va avoir énormément de ballons. Je pense que voilà, Gilgeous-Alexander est quelqu'un qui va normalement pas mal faire de statistiques. On peut par exemple donner, voilà ici, 10 minutes à George Hill. Moi je trouve que ce mec-là est un très bon joueur. Mettons-le en valeur. De toute façon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de tanker délibérément. On sera en situation de perdre malgré tout. En tout cas, je le crois volontiers. Donc voilà, Lou Dort doit prendre des minutes. On peut par exemple lui donner une petite séquence là. Le poste 2 est déjà bien distribué. Ariza n'aura peut-être même pas les minutes qu'on pourrait éventuellement... Les 27 minutes, ils n'aura peut-être pas forcément nécessairement. Je vais faire rentrer Poku assez rapidement. On va voir un peu de pick and roll Shai Baisley. Voilà, sur les premières minutes. On va tester aussi ce que peut donner l'association avec Pokusevski au poste 4. Les ballons, je vais les donner vraiment en priorité à certains. Ça va être assez marrant, je pense, de jouer comme ça, un peu sans pression, avec juste l'idée de s'amuser, de faire briller certains joueurs. Finalement, c'est pas si fréquent. D'habitude, je mets de la pression parce que je veux une performance d'équipe, mais là, il n'y en aura pas vraiment. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'attente particulière. Voilà pour Ariza. C'est dommage finalement de ne pas avoir de minutes à donner au jeune Diallo, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour Diallo? Éventuellement des minutes ici. Ça va être dur pour Malédon Voilà, on peut lui donner des minutes ici.
avec par exemple, hop, un début là, on redonne à Dort des minutes pour boucher là, et puis je veux pas faire terminer nécessairement Reza, non, je veux pas nécessairement le faire terminer, ben, petit dilemme, mais on va dire, allez, on va faire ça, on va couper la poire en deux, voilà. Donc, voilà, c'est une rotation donc qui est vraiment faible, hein, c'est assez faible tout ça, mais ça peut permettre de s'amuser pas mal et surtout de perdre suffisamment tout en développant. Donc après tout dépendra, j'ai hâte de voir aussi quel sera le moral des uns et des autres dans un cortège de défaites, comme on peut assez facilement l'imaginer. Quel sera le moral des uns et des autres? Bon, ben voilà, c'est quelque chose qu'on verra. Donc je vais jouer plutôt petit quelque part. Voilà, petite maniaquerie de faire comme ça les choses. Diallo, Malédon, Jérôme, Pokusevski, Poirier, Dort et un 5 majeur à faire pâlir toute la ligue. Voilà, après ce qui peut être rigolo, c'est de voir en profondeur de banc, voilà, on va donner un petit peu. Aide en défense, on va rester neutre. Fréquence d'exécution, bon, ok, de toute façon si on joue, on décide nous-mêmes, et puis si on joue pas, eh bien, à ce moment-là, on observera. Est-ce qu'il y aura de la zone ou pas? Moi, je dis, quand on a les joueurs qu'on a, on peut tenter un peu de zone avec ces joueurs-là, je pense. Facteur de performance. Bon, après, voilà, on va pas non plus s'attarder. Les stratégies du Thunder, évidemment, forcément, on va les explorer. Et évidemment, Shy, avec une deuxième option. On ose dès le début, hein, Bazley, hein, deuxième option. Pokusevski, troisième option. On va jouer comme ça sur un rythme. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'avoir un rythme élevé? C'est toute la question. Je ne pense pas. Je pense qu'on a intérêt plutôt à jouer sur un rythme moyen. On a intérêt à avoir une agressivité défensive supérieure. On a intérêt peut-être. Est-ce qu'on est faible dedans? Non, on a plutôt deux bons, en tout cas deux mecs qui peuvent assez correctement dissuader. Sur les extérieurs, on a quelques défenseurs corrects, pas tous. Moi, j'irai sur les limites de tir extérieur là-dessus, voilà. Et aptitude stratégique. Alors le grit and grind, je ne sais pas si on est vraiment armé pour ça. Il suffit de voir l'évaluation de Bazley à ce niveau-là pour se dire que non. Donc il va falloir trouver autre chose. Jeu de loin, à la limite, ça pourrait être pas mal. Le jeu au poste me paraît pas être le truc idéal. 7 seconds, non. Défense, encore moins. Équilibré, bon bah écoutez, je crois qu'on va partir sur le rythme. Jeu de loin, parce qu'on a au final quand même quelques armes hein, de ce côté-là. Donc on va essayer d'abuser un peu du shoot externe. Voilà, sélection du jeu de loin. Pam, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Toujours la même chose. Oh tiens, en fait, j'en parle déjà. Pour la draft, j'ai sélectionné, vous voyez, notre cible numéro 1, fatalement, peut-être avec Evan Mobley, mais notre cible numéro 1 pourrait être KD Cunningham. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ce type, hein. Enfin, il fait la hype déjà, avec le redémarrage de la NCAA. Ça pourrait vraiment être notre cible. Mais bon, on en est encore bien loin. Entraînement collectif. Ben, moi, j'ai juste envie de voilà, par type de joueur plutôt. J'ai envie de développer tout ça, hein. Ça va prendre du temps. Il nous faut de la défense. Et alors, petite subtilité, si je vois que l'entente équipe remonte un peu trop, ça m'étonnerait vu les défaites qui nous attendent, hein. Mais à ce moment-là, eh ben, on supprimera l'entraînement entente d'équipe pour ne surtout pas gagner trop de matchs par simulation, parce que ça joue un rôle intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, moi je vais partir déjà sur des bases défensives et après
on a déjà du talent, et puis de toute façon, il faudra rajouter du talent offensif au fur et à mesure de la partie. Donc avoir une base défensive, déjà, c'est jamais perdu pour la suite. Ensuite, focus peut-être sur les gens qu'on veut développer, du type Shy. Pour physique et fondamentaux, je mets par type de joueur, et on va rester sur un polyvalent arrière, hein. Ça me paraît être le destin en fait, hein, d'être un très très bon two-way player au poste 2 pour Shy. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Pour Bazley, même topo, devenir, mais ça va être délicat, hein, devenir un très bon two-way player, mais au poste 4. Hein, donc ça paraît en tout cas très élevé pour la compatibilité. Donc déjà ça veut dire que c'est pas impossible, mais il va falloir quand même se lever tôt. Et puis sinon évidemment ne pas rater le développement de Lou Dort, des fois que ce type devienne un joueur d'impact pour la suite. Vous voyez par exemple son entraînement actuel, par défaut, ce serait arrière défense. Je me demande si on pourrait pas aller vers plutôt ailier polyvalence, ce qui pourrait lui conférer un profil, on va dire, qui serait peut-être assez intéressant pour cette équipe. Voilà. Vincent Poirier n'est pas bien vieux quelque part, donc dans l'hypothèse où on le garderait, faudrait éventuellement penser, ouais, je vais aller sur de la... C'est vrai que rebond, c'est pas mal, sinon il y aurait athlétique. Voilà, tiens, on peut développer des qualités athlétiques. Et voilà, donc pour Poku, pour l'ami Poku, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Voilà, moi c'est ce que je me disais en fait. Ça paraît être, vu sa taille immense, hein, il est immense, un poste 4 naturel, mais on a Bazley. Je tenterai bien l'entraînement en polyvalence ailier, afin d'en faire peut-être quelqu'un qui puisse ne pas apporter que offensivement, puisqu'on a compris que le garçon avait l'air d'être très fort. Quelle est sa limite? On verra, donc moi c'est là-dessus que je pars. On ne rate pas Ty Jerome, même si bon, j'ai pas non plus 1 milliard d'espoir, mais sait-on jamais. Voilà, par type de joueur, Théo, Malédon, polyvalence, meneur. Tiens, ça prouve que il doit être meilleur en arrière. Tiens, c'est amusant ça. Allez, on va mettre polyvalence arrière, mais il part de bas. Hein. Il part de bas, notre ami Théo. Tiens, Amidou Diallo peut-être, à ne pas mésestimer non plus, des fois que ça devienne un joueur correct. Allez, voilà. Oh là, tiens, c'est marrant. Voilà, on va mettre en ailier polyvalence. Amidou Diallo. Ok, à partir de là, plus ou moins tout est fait. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour le moment. Peut-être regarder le plafond pour s'en imprégner, hein, s'imprégner du plafond salarial, pour se dire que le contrat d'Alforford pèsera encore en 2021-2022, avant qu'on dispose d'une option et qu'on ait une marge exceptionnelle sur l'année 2022-2023. Alors là, ce sera YOLO total. Mais on aura déjà, de toute façon, à ce moment-là, re-signé Shai Gilgeous-Alexander. Donc on n'aura jamais 109 millions sous le cap. Pas bien grave. Ensuite, j'ai essayé de jouer un petit peu, parce que je jouerai pas mal de matchs. C'est l'occasion aussi de s'entraîner. Moi, j'ai un peu on va dire un déficit d'entraînement sur 2K21, parce que ce système de shoot m'a beaucoup perturbé, je l'ai déjà dit. Ça m'a énormément perturbé, notamment aussi... Allez, je veux bien que ça change, je veux bien qu'on rende les choses un peu plus difficiles pour que les joueurs puissent avoir besoin de s'adapter. Finalement, c'est assez sympa aussi, hein, d'avoir besoin de jouer pour progresser, s'habituer à un nouveau jeu et pas le dominer totalement. Je joue en difficulté superstar, hein. Je n'ai pas changé les réglages au niveau des difficultés in-game. Je n'ai pas changé les réglages par rapport à superstar. J'ai laissé comme ça.
Mais par contre, ce qui est un petit peu délirant par moment, c'est les shoots ouverts. On peut en rater un, on peut en rater deux, on peut en rater trois, mais on peut pas en rater 12 d'affilée avec de très bons shooters. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça me perturbe beaucoup. Donc je vais jouer pas mal de matchs, je pense. Et à commencer par, bon, un match difficile. Ah, celui-là, par contre, n'était pas ouvert, vous voyez. Donc à des moments, c'est sûr que face à une équipe comme Brooklyn, qui est quand même très très forte hein, par rapport à ce Thunder-là, bah oui, j'avoue que certaines fois, j'ai un peu forcé mes shoots, parce que j'essaie de m'en sortir comme je peux. Sur le pick and roll, par exemple, une arme intéressante, c'est Bazley. Bazley est vraiment intéressant parce que assez athlétique, il a tendance à flasher comme ça vers le cercle de manière assez efficace. Ça va être une maestria de Kevin Durant et de Kyrie Irving, hein, ce match. Ça va être assez somptueux. Il y en a un aussi avec lequel, très joli Dort, très très joli. Il y en a un avec lequel il va falloir aussi s'habituer, c'est Pokusevski, parce que il est déjà très bon shooter, même s'il a un overall qui est à 72. Il est déjà très bon shooter, Pokusevski. Il y a donc pas mal d'espoir de peut-être arriver à ficeler un petit peu dans tous les sens prochainement. Mais ce n'est pas encore mon cas. Je rate encore énormément avec Pokusevski. Là, c'est Lia qui se moque. 1m50 derrière la ligne à 3 points, comme ça, peinard. Et donc, on va prendre comme ça le bouillon en début de deuxième mi-temps. Ça va être une orgie de paniers tous plus jolis les uns que les autres du côté des Nets. Et en même temps, ça va être aussi la Bérésina en attaque pour moi. Donc, il faut s'ajuster, il faut s'habituer un petit peu, essayer d'exploiter les forces et les faiblesses de cette nouvelle équipe, assez jeune. Et quelque part, je ressens pas de pression, puisqu'on est censé quand même ne pas, vous voyez, 0 sur 11 sur ce coup-là, à 3 points. On n'est pas censé gagner quoi que ce soit là pour le moment avec le Thunder, donc pas de problème. Pas de problème particulier, vous voyez, je démarre vraiment avec des shooting charts, mais dégueulasses de chez dégueulasses, avec des pourcentages affreux. On notera le 0 sur 21 de Pokusevski au tir global. Il faut s'habituer. Je suis sûr que dans quelques épisodes, quand on aura un petit peu fait progresser tout ça, ce sera plus le cas. Donc voilà, Irving, Durant et un excellent Luau sorti du banc. Donc voilà, chapeau les Nets. On verra un petit peu comment le jeu modélise les saisons. Est-ce que les Nets seront enfin bons, ou est-ce que ça continuera à balbutier un petit peu comme on l'a déjà observé. Je me souviens sur 2K20, c'était assez bof par moment, malgré la présence de Irving et Durant. Je crois même pas avoir vu une seule fois les Nets en finale NBA ou ce genre-là. Donc ensuite, c'est un match du côté de Utah qui va, celui-là, s'avérer peut-être un petit peu plus équilibré, un peu plus intéressant, parce que je me suis focalisé sur quelques éléments que j'avais remarqués en jouant quelques matchs. C'est le deuxième match avec Thunder, mais je joue quelques petits matchs avec d'autres équipes, histoire de m'entraîner et d'essayer enfin de mettre quelques shoots. Alors on appelle des systèmes, parfois c'est catastrophique au niveau de l'exécution de ces systèmes, à l'image ici de ce ballon volé, puis ficelle à 3 points pour Bogdanovic. Donc le début de match n'est pas réellement à notre avantage, mais assez rapidement, il y a quand même quelqu'un qui veille dans la raquette avec des contre-attaques qui peuvent faire mouche. C'est évidemment Bazley. Ici c'est Dort qui vient comme ça conclure le alley-oop. Donc il faut utiliser l'explosivité en attaque de cette équipe pour ne pas se retrouver trop mal pris. Alors évidemment après, quand il y a du mutant en face, ici Donovan Mitchell, on mesure toute la difficulté de défendre avec, c'est pas pour être méchant, mais avec Vincent Poirier qui est quand même un petit peu mal évalué dans le jeu avec son 73. Après, est-ce qu'il a vraiment montré en NBA des choses?
pour aspirer à beaucoup plus que ça, non, faut être honnête. Donc on accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas mal bûcheronner. Vous voyez, avant la mi-temps, comme ça, pour essayer de recoller, je vais aller chercher quelques fautes avec Shai. Et du coup, ce petit bonhomme-là, sur ce deuxième match de la saison, sera assez déterminant. En première mi-temps, il aura mis plus de la moitié, je crois, des points de l'équipe. Donc voilà, très bonne contestation. Dort fait du très bon boulot, hein. Il n'y a pas de problème avec Dort. Je ne serai pas aussi affirmatif concernant Ariza, qui honnêtement n'avance pas beaucoup. Bazley au rebond, mine de rien, malgré sa note un petit peu modeste, c'est très correct. Alors Ford, je pense qu'il faut l'utiliser de manière stratégique, c'est-à-dire lui faire vraiment ce que le jeu lui permet de faire et ne pas chercher à en faire trop non plus. Mais Horford peut être quand même très très précieux si on veut commencer à se faire plaisir manette en main. Ici, Joe Ingles était contesté, mais derrière c'est surtout Gobert qui reprend et qui met dedans après un joli rebond offensif. J'ai du mal à défendre certaines pénétrations de Mike Conley comme ça. C'est pas évident, surtout qu'après au rebond offensif, ils sont pas mal placés. Utah est un petit peu pénible dans cette partie de match-là. On est en train d'échapper. Hein, la victoire est en train de nous échapper à moins 10. Au moment où il y a ce contre stratosphérique qui s'enchaîne avec une contre-attaque où Hamidou Diallo met le dunk. Et on revient à moins 8. Donc peut-être qu'avec une défense correcte et des rebonds, voilà, comme celui-ci, des rebonds pour essayer de solidifier tout ça, on peut encore espérer quelque chose. Ici, Bazley de nouveau sur la contre-attaque avec une jolie passe de George Hill. Et il faut pas perdre espoir. Je joue possession par possession et je pense qu'il y a quelque chose à faire en cette toute fin de match parce qu'on arrive à perturber Utah par une défense assez correcte. Et c'est vrai que si derrière le repli de Utah n'est pas phénoménal, eh ben ça permet d'aller prendre des points faciles, étant donné que... Ah là là, fait mal Gobert là-dessus. Hein. Étant donné que les shoots, sinon, ne rentrent pas. Hein. Shoot à distance, je n'ai rien qui est rentré dans ce match-là, ni à 2 points, ni à 3 points, encore moins. Donc, un petit peu embêté, il va falloir faire faute ici. Je vais attendre un peu, essayer d'encercler, voilà, le possesseur de balle. Et on ira ensuite faire faute sur Mike Conley. Ici, regardez, voilà, on n'était pas loin du retour en zone. Allez, on va la faire, ok. Je suis toujours en manuel en fait. Je déteste que l'IA fasse faute sans que je tente une interception ou quelque chose. Même si bon, souvent ça va à la faute. Mais Conley qui a raté le premier, l'espoir renaît du côté d'OKC et qui va également rater le deuxième. Temps mort, on a une possession pour gagner ce match. Ce qui paraît totalement incongru vu le niveau du Jazz par rapport à celui du Thunder. Écran posé par Al Horford, pénétration. Voilà, il a su mettre son corps en protection de la balle, Shai. Et donc c'est Gobert qui est allé à la faute. Et on va se régaler. Voilà, 16e puis 17e point signé Shai Gilgeous-Alexander. On va prendre l'avantage comme ça à 3 secondes de la toute fin. Voilà le deuxième lancé, parfait. Et là, maintenant, Utah n'a plus de temps mort en plus, donc il va falloir quand même essayer de défendre. Voilà, c'est touché. Parfait. Donc, pris un match. J'étais assez surpris de prendre ce match-là. Je pensais pas en prendre un aussi rapidement. Mais donc, c'est un peu une question d'opportunité. Il va falloir essayer de mettre des shoots. Et puis surtout, maintenant, je pense essayer de progresser sur certains systèmes. Jusque-là, c'était difficile à exécuter. Ça se passe pas très bien. Mais ça peut être justement l'occasion, cette partie, d'essayer pas mal de systèmes, puisqu'on a encore une fois pas d'objectif de victoire particulier en cette année 1. Utah a été très maladroit. Hein. Donc je ne sais pas si c'est dû à la bonne défense d'OKC ou si c'est juste
un petit hasard comme ça. On verra bien sur le temps. En tout cas, moi je jouerai pas mal de matchs. J'en montrerai des extraits plus ou moins courts par la suite. Et on va essayer d'avancer comme ça, mais sans se presser non plus, parce que tant que, vous savez, le camp d'entraînement là est commencé le 1er décembre, tant qu'on n'a pas les effectifs finaux pour les franchises, moi ça me permet de remettre un petit peu à jour dans la partie les trades qui pourraient survenir, etc. Donc pas d'urgence particulière à avancer de manière délibérée, mais il faudra quand même que ça avance un petit peu pour voir progresser tout ça. À plus, bye bye.